Bonjour à tous, donc avec ma vidéo sur l'année 1982 dans la lutte nord-américaine dans son ensemble, donc les territoires NWA plus les organisations qui n'étaient pas officiellement dans la NWA, je vais revenir là-dessus. J'ai déjà fait ça pour 1980 et 1981, donc déjà si ça vous intéresse comme sujet, je suppose que je peux vous inviter à aller voir ces deux vidéos-là. Et si c'est pas trop évident pour vous, vous savez pas trop de quoi il s'agit, tout ça, j'ai fait une vidéo qui avait pour but d'être le plus clair et pratique, et pragmatique possible pour expliquer tout ça, qui doit s'appeler un truc du style lutte nord-américaine, territoire NWA des années 80, explication. Un truc dans le genre. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça, puisque là je vais partir du principe que vous êtes au fait de tout ça, même si je vais revenir sur 2-3 points que j'ai pu affiner ou comprendre mieux sur certains trucs. Par ce que j'ai regardé, mais aussi par les shoot interviews que j'ai regardé de lutteurs de l'époque. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite pour 82. Déjà, je vous préviens, 82, je vais parler beaucoup plus de choses générales et un peu moins aller par territoire par territoire. Vous me direz ce que vous préférez, à la limite, comme ça je pourrais m'adapter pour les prochaines vidéos, parce que j'ai l'intention de faire 83 dans pas très longtemps, puisqu'en ce moment même, je suis en train de regarder 84. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je pense que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est des trucs que j'ai vus récemment en compilant le maximum, en récupérant le maximum de matériel de ces époques-là, en les mettant dans l'ordre chronologique promotion par promotion, et ensuite j'ai regardé ça dans l'ordre chronologique général en naviguant donc d'une organisation à l'autre, d'un territoire à l'autre. Donc c'est super kiffant à faire déjà de regarder tout ça. Et du coup, non seulement je vais vous dire les choses factuelles, mais je vais aussi beaucoup vous partager mon impression et mon ressenti face à ces différents produits, matchs, storylines et autres événements. Donc je vais commencer en disant un truc un petit peu paradoxal, mais je vais expliquer, ça va bien se passer, vous allez voir. C'est que pour moi, les années 80 dans le catch commencent véritablement en 82. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui va vous venir à l'esprit, je pense, si on vous dit catch américain dans les années 80, ce qui va vous venir à l'esprit en premier, ce sont des choses qui ont soit démarré en 82, soit ils ont existé que en 82 ou ont pris un essor particulier en 82. Alors faites le test, fermez les yeux, et si je vous dis catch dans l'Amérique du Nord en 1980, dans les années 80, pardon, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Je suppose que beaucoup d'entre vous vont avoir Hulk Hogan qui va apparaître. Ce qui est légitime. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même majeur. La Hulkamania, donc Hogan Face, hyper populaire, machin, ça démarre en 82, à la AWA, pas à la WWF comme beaucoup de gens le pensent. Donc je vais revenir là-dessus. Deuxième chose qui peut vous venir à l'esprit, je pense, c'est Ric Flair, une figure majeure des années 80, bien entendu. Ric Flair en champion NWA, qui fait la tournée des territoires et qui met over le champion local à chaque fois. Ric Flair, il a sa première année de champion, il devient champion NWA pour la première fois fin 81, et donc la première année où on le voit dans ce rôle-là, c'est 82. Donc on a l'impression de vraiment rentrer dans les années 80 en voyant ça. Alors qu'avant c'était Harley Race, ça faisait encore un petit reste des années 70 quelque part. Autre chose qui peut vous venir à l'esprit, j'imagine, ce seront des rivalités de territoires qui sont restées à l'intérieur d'un territoire, qui n'ont pas rayonné au-delà comme ça, mais qui sont cultes. Par exemple, la rivalité entre les Van Eriks et les Freebirds dans le territoire de la World Class Championship Wrestling, donc autour de Dallas. Cette rivalité-là démarre, et elle est majeure, elle est culte, elle est énorme, elle démarre le 25 décembre 82. Autre rivalité culte, peut-être plus parce qu'ils sont le traitement qui en est fait après qu'autre chose, mais la rivalité entre Andy Kaufman et Jerry Lawler, là aussi c'est une rivalité qui a lieu en 82. Donc voilà un petit peu les trois premiers points que je vais développer, parce que je trouve que non seulement c'est évidemment hyper important dans l'année 82, mais c'est même important à l'échelle de la décennie, voire de l'histoire du catch. Ces quatre rivalités, c'est pas des rivalités, Ric Flair c'est pas une rivalité, mais ces quatre événements, quatre choses qui sont importante historiquement, ou au moins à l'échelle des années 80. Parce qu'en dit Kaufman, Jerry Lawler, c'est peut-être important qu'à l'échelle des années 80, c'est pas non plus d'un rayonnement historique incroyable. Alors je vais commencer par détailler ces quatre choses-là, je vais commencer par Ric Flair, et je vais commencer par répondre à une question que peut-être vous pouvez vous poser. Pourquoi Ric Flair a-t-il été choisi pour être champion NWA? Comment a-t-il été choisi, si vous voulez? Alors d'abord, il faut peut-être commencer par parler du choix de se séparer de Harley Race en tant que champion, parce que Harley Race était champion plus ou moins depuis 77. Il a perdu le titre une fois, il l'a récupéré, un mois plus tard, il a été champion quasi non-stop en fait de 77 à 82. 81 exactement, il perd le titre contre Dusty Rhodes, je crois en septembre. Dusty Rhodes doit garder le titre genre 2 mois, et Ric Flair doit le gagner à la fin de l'année. Et donc il a servi de champion de transition Dusty Rhodes.
Alors, faut savoir que déjà Harley Race était champion depuis longtemps, que certains règnes de champion NWA n'avaient duré que 1 an, par exemple pour Terry Funk. Donc c'était pas forcément évident de garder le champion NWA plus de 4-5 ans. Il y avait quand même une forme un peu de lassitude qui a dû se créer. On sent que le rayonnement, l'aura de champion de Harley Race quand il va dans les territoires est pas aussi forte que ça. Et quand Ric Flair va être champion, on va retrouver cette aura-là un peu plus fort. Et aussi, j'ai appris dans une shoot interview, une excellente shoot interview de Jerry Jarrett, le promoteur du territoire de Memphis, un des meilleurs promoteurs de tous les temps, très avant-gardiste avec beaucoup d'histoires, dont celle avec Andy Kaufman justement. Jerry Jarrett, lui, explique qu'il y a eu quelques déboires avec Harley Race. Des fois, il arrivait en retard. Il avait même fait no-show, je crois que c'était à Houston. Enfin bref. Donc, les dirigeants de la NWA étaient peut-être pas très très contents. Ils commençaient à avoir un peu moins de professionnalisme de la part d'Harley Race, toute proportion gardée. Et du coup, ils ont préféré s'en séparer. Et donc, dans les candidats, ils ont fini par choisir Ric Flair. Alors, pourquoi ils ont choisi Ric Flair ? Bon, la première raison, et c'est ce qui fait que c'est cool de parler de catch, c'est ce qui fait que c'est cool d'analyser le catch et de regarder ça un peu plus près, c'est que, contrairement au cinéma, où c'est intéressant de regarder le jeu d'un acteur et tout ça, mais on se rend compte que la qualité d'un film, c'est vraiment le travail collectif. Si le réalisateur est pas bon, le jeu d'acteur va pas suffire, et vice-versa, enfin bref. Il y a tout un travail avec les scénaristes, avec les dialogues, enfin bref. On peut pas dire que le poids du jeu d'acteur soit si grand que ça. Alors que dans le catch, vraiment les clés sont mises dans les mains des acteurs, à savoir les catcheurs eux-mêmes, qui vont devenir populaires par ce qu'ils vont faire, par la manière dont ils vont produire. Si on voit qu'ils ont l'air talentueux, on va leur donner des storylines, parce que le booker, il a des bonnes idées, il n'a pas envie de les donner à un gars qui pourrait les massacrer, il a envie de donner à un gars qui va rendre justice à cette idée-là. Du coup, le mec va avoir des storylines intéressantes, s'il arrive à leur rendre justice justement, il va devenir plus populaire. Le booker va se dire, putain, il a bien vendu ma storyline, je suis content, je vais lui en donner une autre. Et il y a une espèce de jeu de va-et-vient comme ça où le mec monte grâce à son talent en premier. Donc clairement pour Ric Flair c'est le cas, c'était un des meilleurs catcheurs de l'époque. Je le trouve meilleur à l'époque que par la suite, je tiens à le dire, pour ceux qui connaissent plutôt Ric Flair années 90. Je trouve qu'il est beaucoup moins routinier et donc plus intéressant. Il change beaucoup plus sa façon de catcher, sa psychologie de match et tout ça. On n'a pas encore ce truc routine de Ric Flair. Et puis alors l'autre truc au-delà du talent de Ric Flair, c'est que il cochait un peu toutes les cases. Parce que déjà, il fallait, pour être champion de WA, il fallait pouvoir travailler en heel. Parce que quand tu allais faire la tournée des territoires, il fallait être le heel du match pour mettre over le lutteur local. Voilà, par exemple. Il fallait être capable, donc Ric Flair pouvait évidemment être heel. Il fallait être capable de catcher, mais non, mine de rien, tu vas me dire de travailler heel, ok, tout le monde peut le faire. Des mecs comme Dusty Rhodes ou Steamboat, c'était un peu chaud quoi, pour le coup, et c'était des gros candidats pour être champion de WA, mine de rien. Fallait pouvoir aussi catcher dans différents styles. C'est-à-dire qu'il fallait être capable de faire du brawl, du plus technical wrestling, avec on travaille, on essaie de rendre intéressant un headlock, un hammerlock, ou des matchs plus dynamiques où ça court dans les cordes et tout ça, il y a plus de séquences. Ric Flair pouvait faire tout ça. Il était très complet et cette dernière façon de catcher là, donc, que je viens d'évoquer, elle était très répandue à l'époque, c'était le truc moderne un petit peu. Ce catch assez dynamique où ça court, ça fait plus de power move, ça monte un peu sur la troisième corde, tout ça. Donc même si c'était pas le meilleur absolu là-dedans, il était très bon dans ce registre-là aussi. Voilà, donc Ric Flair pouvait s'adapter en fait aux produits des différents territoires. Donc il cochait un peu ces cases-là. Et puis enfin, la dernière raison, elle était politique à mon sens. Là aussi, c'est un truc que j'ai appris lors de la shoot interview de Jerry Jarrett, c'est que faut comprendre qu'à l'époque, la AWA et la WWF n'étaient pas officiellement dans la NWA. Donc ils étaient partenaires de la NWA, mais ils n'étaient pas à l'intérieur de la NWA. En fait, l'histoire, c'est que d'un point de vue fédéral, donc d'un point de vue de la loi des États-Unis, c'était interdit d'avoir un système de cartel, c'est-à-dire des compagnies, des entreprises ne pouvaient pas s'organiser et dire voilà, moi je te laisse telle région des États-Unis, moi je prends celle-là. Un peu comme en France, je ne sais pas si Jardiland et Truffaut s'organisaient, voilà, moi je te laisse la Loire-Atlantique et moi je prends l'île-et-Vilaine, j'en sais rien, pour prendre des départements qui sont près de chez moi. Ça serait interdit, voilà, ils seraient sanctionnés. Et bien là, c'était pareil. Du coup, ils ont été obligés, la NWA, de déclarer que la AWA, donc de Vern Gagne, et la WWF de Vince McMahon Sr. étaient des concurrents. Mais comme, officieusement, ils étaient partenaires, ça ne posait problème à personne, donc c'était juste au nom de la loi. Ceci dit, je suppose que c'était compliqué de mettre le titre de champion NWA autour de la taille d'un gars qui travaillait principalement dans ces territoires-là. Donc on peut penser que des mecs comme Nick Bockwinkel, Pedro Morales, Bob Backlund, j'en sais rien, André the Giant, qui sait, ne pouvaient pas ou difficilement être champion NWA. Voilà.
Du coup, ça c'est un premier aspect politique, mais deuxième aspect politique, il y avait aussi des promoteurs qui étaient beaucoup plus influents que d'autres, parce qu'ils avaient des territoires très importants avec beaucoup d'argent qui pouvaient attirer des stars. Parmi eux, il y avait Jim Crockett, qui était promoteur et booker de la Mid-Atlantic, et Jim Barnett, le propriétaire de la Georgia Championship Wrestling. Il y avait un troisième promoteur très important qui s'appelait Sam Muchnick, qui gérait le territoire de Saint-Louis, qui prend sa retraite le 31 décembre 1981. D'ailleurs, il y a un show spécial pour sa retraite le 1er janvier 82. Mais Sam Muchnick, hors de l'équation, on peut penser que l'influence de Jim Crockett et Jim Barnett était plus importante encore. Et donc, ils allaient plutôt favoriser des lutteurs stars de ces territoires-là pour être champion de WWE plutôt que des lutteurs stars de territoires gérés par des promoteurs moins influents, comme par exemple Jerry Jarrett ou Bill Watts, qui à l'époque n'étaient pas. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que ça devait jouer. Et Ric Flair était évidemment une immense star, peut-être la plus grosse star du territoire de la Mid-Atlantique, avec Steamboat et Wahoo McDaniel, je pense qu'on avait les trois grosses stars. Donc c'est assez naturel qu'il ait été choisi. Alors après, il y avait quelques autres candidats. Moi, je pense qu'un Ted DiBiase, qui travaillait Mid-South et Georgia, aurait pu être choisi. Ouais, en fait, il n'y avait pas tant de candidats que ça, parce que là, je suis en train de me dire Greg Valentine, c'est un peu chaud. Piper, il n'est peut-être pas adaptable. Enfin bon. Voilà, donc un petit peu le topo qui explique ça. Et évidemment, ça va beaucoup marcher. Il va avoir pas mal de très bons matchs dans l'année. Attendez, je prends ma liste de matchs. Ric Flair, il a au moins 3-4 matchs dans mon top 20 de l'année avec Carlos Colon, avec Kerry Van Erich, 2 fois, avec David Van Erich, le meilleur worker, je pense, de la famille Van Erich. Donc voilà, il a eu plusieurs bonnes défenses de titre et des apparitions télé mémorables, quand bien même le match n'était pas super derrière ou peut-être pas diffusé. Parce qu'il y a des matchs qu'on n'a pas, malheureusement, en 82. Par exemple, le Ric Flair Jerry Lawler, je crois qu'il a eu lieu et on ne l'a pas. Donc ça fait chier quand même, mais bon, bref. Ou le Ric Flair Buddy Rose aussi, on ne l'a pas. C'est dommage. Bref, voilà pour Ric Flair. Je passe à Hulk Hogan et la Hulkmania. Alors, j'ai peut-être dit un truc qui a peut-être un peu surpris du monde. On pense souvent que Hulk Hogan et la Hulkmania, c'est né à la WWF début 84, avec sa victoire contre l'Iron Sheik, qui devient champion, tout ça, tout ça. Mais en fait, il faut se rendre compte que Vince McMahon Jr. a récupéré clé en main le produit marketing qui était Hulk Hogan à ce moment-là, puisqu'il avait déjà fait toutes ses preuves dans le territoire de la AWA, donc le territoire voisin de Verne Gagne, où donc Hulk Hogan arrive, je crois, à la fin de l'année 81. Avant ça, il avait travaillé principalement en heel à la WWF. Il avait fait un petit tour au Japon aussi. Je crois que c'est à cette époque-là, je suis plus tout à fait sûr des dates. Bon, bref. Et donc, il arrive là-bas, ils le mettent en gros face, qui c'est la force irrésistible, hein, c'est le surnom des fois qu'on lui donne, The Irresistible Force, hein, bon, bref. Espèce de bulldozer qui marche sur tout le monde, qui fait ce qu'il veut, qui est imbattable, un peu comme un Goldberg, un truc, voilà. Et en plus, il est sans pitié, il peut catcher un peu comme un heel par moment, être très agressif. Et dans les interviews, il dégage toute une énergie comme ça, t'as l'impression que c'est tu tranches derrière lui, tu vas pouvoir, ça va aller loin, quoi. Voilà. Et il y a une énorme effervescence, hein, le public est fou hein, de Hogan à l'époque. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est exactement le Hogan de 84 à la WWF. La seule différence avec les années 80, la suite des années 80, à partir de 85, Hogan va s'habiller en jaune et rouge. À l'époque, il change de couleur. Voilà, il a souvent un slip bleu, par exemple, et des bottes blanches. C'est un peu le truc de base. Mais il peut alterner slip noir, bottes blanches. Hein, en gros, c'est ça. Bref. Donc, c'est pas très important comme détail, mais c'est le seul truc. Je vous garantis que c'est le seul truc qui est différent du Hogan un peu auquel on peut penser quand on pense au Hogan WWF dans les années 80. Sinon, il utilise ses catchphrases, What you gonna do, etc. Say your prayers, tout ça. Il parle de Hulkmania, il parle de Hulkmaniacs. Il fait ses poses plastiques comme une brute. Enfin, il est pareil, quoi. Il est vraiment pareil. Et même dans le ring, c'est une espèce de comeback où tout d'un coup, il fait fi de la douleur. Il a une espèce de regain d'énergie surnaturel. Comme ça, et ça lui permet de d'écraser le heel en face. Il le fait déjà à l'époque. Ça a une réaction énormissime à la AWA. Donc c'est quand même très surprenant de voir ça. Je savais qu'Hogan était devenu populaire à la AWA avant de la WWF, mais je pensais quand même qu'il y avait eu un input de la part de Vince McMahon sur son personnage quand il arrive. Pas du tout. Il a vraiment récupéré le produit clé en main, il l'a mis à l'écran. De toute façon, ça a marché à la AWA qui a un profil de spectateur et un produit assez proche de celui de la WWF. Donc il n'y avait aucune raison que ça ne marche pas à WWF. Et ça a marché, et voilà. Alors, petite interrogation qu'on peut se poser, mais pourquoi Verne Gagne a-t-il laissé partir Hulk Hogan ?
En fait, la raison à ça, je la tiens d'une shoot interview de Greg Gagné, le fils de Vern Gagné, qui était dans l'équipe créative à l'époque déjà un petit peu. Très bon worker dans la team High Flyers avec Jim Brunzell, je vous en parlais tout à l'heure. Et a priori, Vern Gagné ne voulait pas mettre Hogan champion tout de suite parce que pour lui, il n'était pas encore aguerri suffisamment techniquement. Il n'avait pas totalement confiance en lui et tout ça. Et il avait pour projet de le faire, mais plus tard. Et ce qu'il voulait en attendant, c'était organiser un match André the Giant contre Hulk Hogan sur son territoire. Et il essayait de se faire prêter André the Giant, qui de toute façon allait régulièrement un peu catcher en dehors de la WWF, où il était principalement. Et voilà, Hogan en fait voulait être champion rapidement. Et donc Vince McMahon Jr. du côté de la WWF va lui proposer le titre direct. Et donc il va partir devenir champion. Et effectivement, il devient champion au bout de 3 semaines. Hein, il arrive, il fait ses débuts, il bute un gars. Et le match suivant, c'est contre Iron Sheik et terminé. Voilà, donc un petit peu l'histoire de Hogan, dont je vous reparlerai bien sûr beaucoup plus dans les années 83, 84 et par la suite. Troisième chose dont je vais vous parler, donc l'espèce de petit sommaire que j'ai fait, des choses un peu qui viennent à l'esprit quand on pense années 80, c'était la rivalité. Je vais commencer par Jerry Lawler contre Andy Kaufman. Alors ça, c'est cultissime. Et je pense que c'est vraiment le terme culte, parce que c'est pas si important que ça historiquement, mais c'est tellement mémorable, notamment parce que ça a été mis dans le film, le très bon film Man on the Moon de Milos Forman avec Jim Carrey, un très bon film qui parle de la vie de Andy Kaufman, qui était un comique américain et acteur de sitcom comique, qui avait un style de comique beaucoup dans l'happening. C'est-à-dire qu'il aimait bien jouer dans qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, est-ce qu'il se fout vraiment de ma gueule ou qu'est-ce qu'il fait là. Voilà. Et c'est ça qui l'a attiré Andy Kaufman vers le catch. Il voulait faire du catch ou intervenir, il avait une idée, il voulait être le champion intersexe. C'est-à-dire qu'en gros, c'était un homme contre une femme systématiquement. Et il voulait se servir de ça pour être un gros heel de connard qui dit des trucs sexistes. Enfin voilà, il avait envie de ça. Donc il a proposé ça apparemment à Vince McMahon Senior, puisque Vince McMahon Jr. n'était pas encore le gestionnaire de la WWF à l'époque. Et Vince McMahon Senior, lui, n'avait pas envie de faire ça, ça l'intéressait pas. Mais il l'aurait rencardé, il aurait dit à Andy Kaufman, demande à Jerry Jarrett, c'est un jeune promoteur, enfin relativement jeune, qui est assez innovant, il aime bien ce genre de délire-là, il devrait te dire oui. Du coup, Andy Kaufman a contacté Jerry Jarrett, tout ça je le tiens de la shoot interview de Jerry Jarrett, et Jerry Jarrett a dit bah banco, hein, on peut avoir une star de la télé avec nous, allons-y. Et donc ils vont démarrer ce truc-là où Andy Kaufman va être champion intergender. Donc il va battre donc des femmes. Parfois c'était pas scripté, c'est-à-dire que c'était des vraies personnes du public qui venaient affronter Andy Kaufman. Il était un peu aidé avec l'arbitre et tout ça pour pouvoir les dominer. Et parfois c'était scripté. Et un jour, alors parallèlement à ça, il faut comprendre que déjà c'est un gros connard, hein, parce qu'il dit des trucs sexistes, il est là, il est hyper, fier, il se la pète d'être champion intersexe, alors que tout le monde se dit ouais mais qu'il affronte un mec, c'est pas normal, enfin machin. Voilà. Aussi parallèlement à ça, il fait des vidéos parce qu'il dit en gros qu'il était jamais venu à Memphis et qu'il dit c'est quoi ces bouseux, il moque leur accent, là il dit Memphis Tennessee comme ça et tout machin, enfin c'est très drôle parce que ça reste un comique mais il joue sur la limite entre le comique et le connard, c'est assez cool. Et il fait des vidéos par exemple où il explique comment on se sert d'un savon, comment on se sert du papier toilette, enfin c'est invraisemblable. Hein. Et donc il avait une heel hit assez importante, et une fois que la heel hit est montée, ils ont commencé une rivalité avec Jerry Lawler, la star du territoire de Memphis, qui bookait une partie de l'année du... Il n'était pas booker hein, de Memphis, faut comprendre. Il bookait en fait que quand Jerry Jarrett partait faire des week-ends ou des mois se reclure à faire de la pêche, parce que des fois il partait pendant un mois faire de la pêche pendant un mois, Jerry Jarrett, bon bref. Et donc là il laissait les clés de la maison à Jerry Lawler. Mais il était copropriétaire du territoire, mais il n'était pas tellement booker. Un petit peu, voilà, il aidait les lutteurs, il allait les voir, il leur expliquait, mais c'était pas lui qui avait les grandes idées, les grandes lignes, c'est pas lui qui décidait des champions, véritablement. Et petite info, s'il a eu le droit d'avoir tout ce rôle-là, Jerry Lawler, c'est parce que quand Jerry Jarrett a créé le territoire, suite à une mésentente avec les propriétaires de l'ancien territoire de Memphis, il a proposé à Jerry Lawler de venir avec lui, parce qu'ils s'entendaient bien, mais pour que Jerry Lawler accepte, il lui a dit « je te donnerai une partie du territoire, et donc de toutes les recettes, et un rôle dans l'équipe créative ». Et c'est ce qui a fait que Jerry Lawler est venu. Donc c'est comme ça qu'il a obtenu cette position-là. Et c'est ce qui a permis à Jerry Jarrett d'avoir quelqu'un de connu dans son territoire, d'attirer les yeux du public et prendre le contrôle du territoire seul et de mettre à la retraite et à la banqueroute l'autre promotion de Memphis à une époque, ça devait être à la fin des années 70, donc entre 77 et 79, un truc comme ça. Voilà. Donc je reviens à Andy Kaufman. Ils vont déclencher une rivalité avec Jerry Lawler, donc, qui va pas... Alors, Jerry Jarrett explique que ça va pas générer beaucoup d'argent dans le territoire,
mais ça va générer pas mal de moments un peu forts. Andy Kaufman va quand même coûter le titre AWA à Jerry Lawler, puisque Nick Bockwinkel, le champion AWA, est venu défendre son titre dans le territoire de Memphis. Il faut se rendre compte que le titre AWA était aussi prestigieux que le titre de Ric Flair, champion NWA. C'était un titre qui est vu comme un titre mondial et pas juste territorial. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment pourquoi en fait. Mais en tout cas, c'est clair que c'était le cas. Et c'était le cas même jusqu'au Japon, où Nick Bockwinkel allait défendre. Et il va même perdre son titre contre Jumbo Tsuruta au Japon dans un super match. Bref. Donc Andy Kaufman a quand même coûté ce titre-là à Jerry Lawler. Jerry Lawler va finir par lui mettre un pile driver que Andy Kaufman va vendre comme une blessure grave. Il va aller à l'hôpital. Il va rester je ne sais pas combien de jours à l'hôpital. Il va rester en minerve pendant des mois. Même dans sa vie personnelle ou professionnelle en dehors du catch, il gardait cette minerve. Donc c'est pour dire un petit peu si le mec il vendait le truc. Quand même une anecdote incroyable de Jerry Jarrett, c'est qu'a priori Andy Kaufman n'a jamais encaissé un seul de ses chèques de paye pour tout ce travail-là. C'est-à-dire qu'il a fait tout ça bénévolement, pour la beauté de l'art, quoi. Incroyable. Et alors moi le segment que j'ai préféré, et si vous deviez en voir qu'un, je pense que ça serait celui-ci, c'est lorsqu'ils sont à un talk show américain, donc à l'américaine, vous savez, il y a le présentateur qui est derrière un bureau, et l'invité qui est sur un petit canapé à côté. Je ne sais pas si c'est le David Letterman Show, peut-être bien. Donc à New York. Donc il y a le show. Et donc Andy Kaufman arrive avec sa minerve. Et lui, il est connu. Donc les gens s'intéressent à ce qu'il raconte. Et il raconte qu'il y a une brute de Memphis qui lui a cassé le cou parce qu'il a voulu faire du catch, machin. Enfin, il explique sa vie. Et il s'apitoie un petit peu. Le public prend un peu parti pour lui. Il y a Jerry Lawler aussi qui est là. Donc il est invité avec. Et Jerry Lawler ensuite s'explique. Et petit à petit dans l'émission, on sent le truc se retourner. Où Jerry Lawler explique comment Andy Kaufman était un connard, il dit vas-y est-ce que vous pouvez diffuser la vidéo et tout ça. Donc ça fait un heel turn en live mais pas dans un show de catch. Donc ça c'est incroyable, c'est invraisemblable. Et ça finit en altercation, Jerry Lawler met une baffe, tout ça. Et apparemment ils ont briefé personne, ce qui fait que même le présentateur croyait qu'il y avait vraiment un problème, limite une baston dans son émission. C'est génial. Andy Kaufman a dû kiffer sa vie à faire ça, Jerry Lawler aussi j'imagine, mais Andy Kaufman a priori c'était vraiment son créneau de faire ça, de tromper les gens un peu comme ça. Et c'est un segment qui est absolument génial, qui aboutit à rien, parce qu'à l'arrivée il n'y avait pas de match à faire entre Jerry Lawler et Andy Kaufman. Évidemment Jerry Lawler l'aurait défoncé, mais voilà, ça a fait des choses assez cultes et qui ont été mis dans un film plus tard. Le film parle pas que de ça, mais voilà, qui font que je pense qu'aujourd'hui c'est particulièrement mémorable et culte, donc je voulais en parler. J'avance sur mon dernier truc important des années 80 qui démarre en 82, c'est la rivalité entre les Von Erichs et les Freebirds. Alors, ça se passe dans la World Class Championship Wrestling, le territoire booké par Fritz Von Erich, ancien grande star du territoire, enfin c'était un grand heel du territoire, qui a mis à l'écran ses fils, donc Kevin Von Erich l'aîné, David Von Erich et Kerry Von Erich dans l'ordre, du plus vieux au plus jeune. Il faut savoir qu'en 82, ils doivent avoir quelque chose comme, je pense que Kevin doit avoir 20 ans, David 19 et Kerry 17 ans. Un truc dans le genre. C'est-à-dire qu'ils commencent tout juste, et l'arrivée des Von Erich va créer un buzz dans le territoire, une passion des fans, notamment du public féminin qui ils crient, ils font des bisous aux Von Erich, enfin c'est un truc de fou. J'ai regardé une chute interview de Kevin Von Erich qui explique à demi-mot qu'ils en ont bien profité, hein. Donc voilà, on imagine. Bref, bon, voilà. Et ça fait rêver. Bref, mais ils étaient très populaires, et à un moment donné, dans l'année 82, il y a Ric Flair qui vient défendre le titre NWA contre Kerry Von Erich. Alors pourquoi Kerry? Il vient défendre aussi contre David, mais Kerry c'était celui qui avait le plus beau physique, c'était l'athlète. Il faisait beaucoup de compétitions d'athlétisme apparemment, Kerry Von Erich. Il aimait passer énormément de temps, apparemment il passait 4 heures par jour à faire des exercices. Pour dire, 4 heures par jour, c'est plus le catch, hein, avec le catch en plus. Bref. Sa spécialité, c'est le lancer de disque, d'où le coup de poing où il fait une rotation sur lui-même, d'ailleurs, pour info. Et comme pour info, ils étaient tous des grands athlètes. David Von Erich, il était un très bon joueur de basket, qui aurait pu faire une carrière. Kevin Von Erich était un très bon joueur de football, mais lui, il a une blessure au genou qui fait qu'il a été obligé de changer, donc c'est pour ça qu'il est venu au catch. Donc voilà, c'est intéressant, c'était vraiment des super athlètes. Bref. Et donc, Kerry Von Erich a un match contre Ric Flair. Et ce match se finit de façon très bizarre, puisque en fait l'arbitre officiel de la NWS se prend un bump, donc il est KO, et au moment où Kerry Von Erich a enfin le pin, c'est l'arbitre local de la World Class qui vient faire le tomber, sauf que quand l'arbitre NWS se réveille, il valide pas le pin, et du coup ça finit un peu en no contest, et Ric Flair conserve la ceinture. Donc gros scandale, le public est révolté, notre jeune prodige il peut pas être champion, c'est quoi cette arnaque, machin. Donc ils refont un match
hyper attendu du coup. Le 25 décembre, en cage, donc Ric Flair, Kerry Van Erich en cage avec 2 arbitres. Comme ça, ils se sont dit, on va pas se faire avoir. 2 arbitres qui sont officiellement reconnus par la NWA, un arbitre normal, et on va mettre un catcheur neutre, au cas où il y aura un bump, pour qu'il y ait toujours quelqu'un pour compter. Voilà, et puis pour s'assurer que les règles sont respectées. Donc qu'est-ce qu'ils vont choisir comme mec neutre? Ils vont choisir Michael Hayes, nouveau venu dans le territoire, voilà, les gens ne le connaissaient pas trop, ils disent ouais, il a l'air cool, voilà, rien de spécial. Michael Hayes, membre des Freebirds, avec Buddy Roberts et Terry Gordy. Mais ils viennent juste d'arriver, donc personne, voilà, a priori ça se passe bien. Et donc Michael Hayes va faire une performance d'acteur dans ce match qui est extraordinaire, puisqu'il va jouer l'arbitre qui ramène tout à lui, qui est égocentrique, je ne sais pas si vous voyez un peu le délire que ça peut être, et qui fait un excès de zèle. C'est-à-dire qu'il veut tellement faire respecter les règles qu'il en fait trop. À un moment donné, Ric Flair, il effleure la corde, il dit à Kerry Van Erich, ah, tu casses le pin, c'est bon. Et il est omniprésent, et on sent que ça fait monter la pression dans le public, qui est un peu en mode, mais qu'est-ce qui nous emmerde à faire sa prima donna, celui-là? Il peut pas les laisser se battre, quoi, tu vois. Et à un moment donné, il s'énerve, en plus, il s'agace, il a pas de patience, enfin bref, il me fait beaucoup penser à Shawn Michaels, qui a ce truc-là dans les années 90, ce truc un peu prima donna, qui peut être à la fois charismatique et agaçant en même temps, et j'aime bien, moi. Voilà, bref. Et ouais, j'imagine tout à fait Shawn Michaels quand il est genre en 96 arbitré de la même manière, voilà, en gros. C'était un très bon arbitre Shawn Michaels d'ailleurs en passant, quand il a été arbitre, il a toujours été bon. Sauf à WrestleMania dans la NSL avec Undertaker et Triple H, où là il en fait beaucoup trop. Je fais des digressions, j'en ai rien à foutre. Donc je reviens à mon match, donc Michael Hayes, au bout d'un moment s'agace tellement qu'il frappe Ric Flair, parce que forcément Ric Flair il gueule, hein, il est pas content que Michael Hayes se fasse chier comme ça. Il frappe Ric Flair, il veut mettre Kerry Van Erich sur le corps de Ric Flair pour compter un compte 2-3. Donc Kerry Van Erich dit non mais attends, mais c'est quoi ce bordel et tout. Donc après il fait l'inverse, il y a Ric Flair qui fait un tombé, c'est hyper drôle. Et Michael Hayes il compte 1, 2, l'autre il se dégage, et il est là, on a rien à foutre, je compte 3 quand même, c'est le vainqueur, vas-y on se casse. Et donc là le public il siffle, l'autre arbitre il dit mais qu'est-ce que tu fais et tout. Donc là il en a ras le cul, il dit bon allez ça me fait chier, on m'écoute pas là de toute façon, et je me casse. Donc il sort de la cage. Et là, il y a je crois que c'est un coup de genou de Ric Flair dans le dos de Kerry Van Erich qui va pousser Michael Hayes par inadvertance. Donc Michael Hayes se ramasse par terre, voilà, l'arbitre fait fermer la cage, on va continuer, tant pis, je vais être arbitre tout seul, ça va le faire. Le public commence à gronder, hein, ils se disent putain, c'est le match de notre prodige hyper important, et l'autre il vient faire chier, là, qu'est-ce que c'est que ça? Michael Hayes, qui est pas content d'être tombé, il revient dans le ring, donc Terry Gordy lui ouvre la cage, machin. L'arbitre lui dit voilà, Kerry Van Erich essaie de le repousser, machin. Et là, il y a Terry Gordy qui slame la cage sur le crâne de Kerry Van Erich, ce qui va lui coûter le match. Il va vendre une commotion cérébrale qui va contracter dans la minute qui suit. Et voilà. Et donc, les Freebirds ont coûté la victoire au prodige local, la méga star et tout. Tout le monde est dégoûté. Je sais pas s'ils jettent des trucs dans le ring. Enfin bon, bref, c'est le chaos. Ric Flair conserve sa ceinture, bien entendu. Ça, de toute façon, c'est le scénario à la fin. C'est toujours Ric Flair conserve la ceinture. Mais tu te dis, comment booker un truc où Ric Flair conserve la ceinture, mais il faut que ça mette à mort over notre champion local et que ça nous serve pour nos storylines? Tu peux pas faire mieux que ça. Parce que clairement, là, les Freebirds sont les ennemis publics numéro 1. Les Van Erich sont encore plus populaires que jamais. Et du coup, il va y avoir une rivalité absolument énormissime en termes de hit dans l'année 83. Donc les Freebirds contre les Van Erich, c'est cultissime. C'est probablement, je pense, la rivalité territoriale ou locale la plus importante de l'histoire des territoires NWA, ou une des 3-4, hein, sans prendre de risque. Voilà un petit peu tous les points importants de l'année 82, et qui sont même importants au-delà de ça, du point de vue de l'échelle carrément de la décennie. Alors je prends un peu mes notes, parce que ça, je me rappelais que je voulais vous dire tout ça. De quoi je voulais vous parler d'autre? Eh bien, j'ai dit que le titre NWA était à un niveau mondial, donc j'ai pas besoin d'y revenir. Et le reste, c'est bon. Donc on y va, on va aller territoire par territoire maintenant. Et je vais essayer de penser à vous parler des bons matchs qu'il y a eu dans les différents territoires, même si le but de la vidéo, c'est pas de détailler les meilleurs matchs. Je vous évoquerai les matchs que j'ai préférés, éventuellement rapidement pourquoi. Mais voilà, c'est pas le but ici de détailler des matchs. Si vous le voulez, que j'en détaille un, ou vous n'arrivez pas à vous procurer, vous le voulez, etc., vous me contactez. Si je le détaille, ce sera peut-être dans une FAQ permanente, par exemple. Donc je vais commencer par Memphis, puisque j'en ai déjà parlé un petit peu à travers Andy Kaufman. Je reviendrai pas sur la World Class, hein, je vais passer sur les territoires où j'ai rien de plus à dire que ce que je viens d'évoquer. Donc je reviendrai pas sur la World Class. Je reviendrai pas sur la AWA, parce que j'ai parlé d'Hogan, j'ai parlé des Van Erich. À Memphis, il y a d'autres choses intéressantes. Notamment, donc au-delà du truc avec Andy Kaufman, il y a les débuts de Jim Cornette, quand même, et c'est assez marrant comment il a fait ses débuts, et c'est quand même hyper important, parce que Jim Cornette, ça va être un des meilleurs managers, je pense, des années 90 et 80.
avec Bobby Nunn. Je pense que c'est les deux meilleurs managers. Il y a Jimmy Hart aussi qui est pas mal. Gary Hart aussi d'ailleurs. Voilà, il n'y a pas beaucoup de grands managers. Jim Cornette en fait partie, donc c'est quand même intéressant, puis c'est une personnalité particulière. Et donc à travers la shoot interview de J.I. Jarrett, j'ai appris comment il a fait ses débuts. Alors, en fait, Jim Cornette est un énorme fan de catch. Et la mère de Jim Cornette était la meilleure amie de la femme de J.I. Jarrett. Donc, Jim Cornette, qui était un grand fan de catch et qui prenait des photos, il aimait bien prendre des photos dans les shows de catch qu'il allait voir, il a demandé à sa mère si elle pouvait demander à la femme de J.I. Jarrett s'il pouvait aller prendre des photos dans le territoire de Memphis, qui était un territoire quand même un peu florissant et tout ça. Donc J.I. Jarrett a dit à sa femme, bah écoute, pourquoi pas, vas-y, envoie-moi le fils de ta meilleure amie, il n'y a pas de souci. Donc Jim Cornette arrive au territoire de Memphis, donc il prend des photos, il dit est-ce que je peux assister aux enregistrements télé, tout ça, donc J.I. Jarrett lui dit ok, vas-y, viens aux enregistrements télé. Et aux enregistrements télé, en fait, J.I. Jarrett a besoin d'un peu de calme, à un moment donné, il est dans une pièce où les gens prennent leur café, il essaye d'écrire un peu ce qui va se passer dans le show télé, et il y a Jim Cornette qui parle, c'est peut-être pas la première semaine, hein, mais bon bref, Jim Cornette parle aux boys, aux autres lutteurs, et apparemment, J.I. Jarrett n'arrivait pas à se concentrer. C'était insupportable d'entendre Jim Cornette. Il savait pas de quoi il parlait, mais c'était insupportable. Donc il lui a dit de sortir. Il a dit bon, écoute Jimmy, tu sors parce que là je peux pas me concentrer, je dois écrire des trucs, il y en a qui bossent. Donc Jim Cornette sort. Et là en fait, au moment où il sort, il se dit mais en fait c'est un putain de heel parce que même si on sait pas ce qu'il raconte, on le déteste quand même. Donc il est retourné le voir et lui a dit est-ce que tu serais intéressé par rentrer dans le business, Jim Cornette. Donc Jim Cornette évidemment, il devait être excité comme une folle là, et il a dû se dire oui, bah oui, carrément. Alors il dit bon bah reviens la semaine prochaine, on te fait débuter à la télé. Donc apparemment il est revenu la semaine suivante, et là c'est la petite partie croustillante de l'anecdote. C'est que Jim Cornette, il voulait savoir ce qu'il allait faire, il dit est-ce que je vais faire un heel, un face, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je dise, machin. Et apparemment J.I. Jarrett lui a dit écoute, ne t'occupe pas de ça, sois toi-même, tu vas là-bas à l'écran et tu dis que tu veux devenir manager des meilleurs. Voilà. Donc il a laissé Jim Cornette au naturel, et en fait c'est naturellement été un heel parce que déjà il a un look de geek, il a des vêtements un peu bizarres, enfin il faisait vraiment un peu l'arriviste un peu qui est fan de catch et qui croit que tout de suite les gens vont avoir envie de lui en manager. Et après ils vont créer une storyline où il va aller voir Bill Dundee, donc une des stars du territoire, est-ce que tu veux que je sois ton manager? Bill Dundee se fout de sa gueule. Jerry Lawler pareil, Jerry Lawler il se moque de comment il est habillé, etc. Alors que c'est les vrais habits de Jim Cornette, on lui a rien fait de spécial, hein. Il est allé normal. Et donc il va devenir un manager heel, il va finir par s'associer au Midnight Express. Donc à l'époque les Midnight Express c'était un clan de 3, Norvell Austin, Randy Rose et Dennis Condrey. Bobby Eaton n'était pas dans le clan. Et ça va devenir intéressant. Et pour l'anecdote, il va aller à la Mid-South ensuite, Jim Cornette, avec Bobby Eaton et Dennis Condrey, parce que c'est Bill Watts qui avait besoin de lutteurs un peu plus jeunes, un peu plus dynamiques. Et apparemment, J.I. Jarrett lui a dit écoute, j'ai déjà Jimmy Hart en manager heel, j'ai pas besoin de Jim Cornette, donc je peux te le donner avec les Midnight Express. Et apparemment, Bill Watts a demandé à voir Bobby Eaton. Il voulait absolument Bobby Eaton. Donc on lui a dit bon, prends Jim Cornette avec Bobby Eaton et Dennis Condrey, ça fera l'équipe Midnight Express. Ils ont gardé le nom Midnight Express et Randy Rose et Norvell Austin sont partis de leur côté. Je sais pas ce qu'est devenu Randy Rose. Norvell Austin a formé l'équipe avec Coco Beware, les Pretty Young Things, pour info. Voilà un petit peu les débuts de Jim Cornette et comment il a pu accéder à la gloire parce qu'il a été manager ensuite d'une très bonne équipe avec Bobby Eaton notamment. Donc il a quand même eu pas mal de chance, mais il y a quand même son talent de heel naturel qui a joué dans le truc. Autre chose intéressante et importante dans le territoire de Memphis en 82, c'est la rivalité entre Jerry Lawler et Dutch Mantel. Dutch Mantel, c'est le futur Zeb Colter, vous avez peut-être connu en manager récemment, Zeb Colter. Donc c'est un Texan, c'était un très bon brawler à l'époque, vétéran du Vietnam, un vrai tough guy. Et c'est une rivalité importante parce que ça va donner plusieurs très bons matchs, dont pour moi le match de l'année. Vous avez mon top 20 des meilleurs matchs en dessous, avec quelques recommandations spéciales en plus. Le match entre Jerry Lawler et Dutch Mantel, le Barbed Wire match du 29 mars à la Continental Wrestling Association, donc à Memphis, dans le Mid-South Coliseum de Memphis. Alors c'est pas un Barbed Wire match où il se projette dans les barbelés et ça saigne et machin, c'est un très bon brawl avec la science du brawl où le selling est adapté, on est dans des situations où le mec il est un peu KO mais pas trop, il donne un coup quand même, machin et tout. Voilà, on rentre dans un truc un peu épique où le mec il arrive à mettre un big move mais il a plus trop d'énergie, il faut qu'il récupère, machin, c'est super bien fait comme ça. Il y a un comeback de Jerry Lawler où le public est en feu dans le match. Enfin bref, c'est vraiment très très bon. Je le mets quand même à 4,5, hein, donc c'est pour dire. Mais en fait, la rivalité avant ça était super, donc j'ai envie d'en parler un petit peu. Dutch Mantel en fait était le champion du territoire.
Alors je sais plus c'est quoi le nom du champion, c'est peut-être bien un North American Champion. Je sais plus, bref. Chaque territoire avec un nom de champion. Je sais qu'à la World Class, c'est American Champion, le champion des États-Unis ou de l'Amérique, tout entier. Et d'ailleurs, la WF, le titre local, c'était censé être intercontinental, c'est ça qui est marrant. Bref, donc Dutch Mantel était champion et face. Et à un moment donné, il a l'air d'être frustré de la popularité de Jerry Lawler. Il dit voilà, il n'y a pas de place ici pour deux stars comme nous, il faut qu'il y en ait deux qui partent. Donc je te défie, Jerry Lawler, un loser leave town, le perdant quitte le territoire et je mets le titre en jeu si tu veux. Voilà. Donc c'est un face, donc il propose des défis un peu dangereux à ses adversaires. Jerry Lawler, en tant que face, il accepte le défi, voilà, c'est dans la logique des choses. Et au milieu du match, alors ça se passe durant le show télé, Dutch Mantel sort du ring, il était en grosse galère, il n'arrivait pas à prendre l'avantage, il était vraiment dominé par Jerry Lawler. Il va chercher le micro et il dit bon écoute Jerry, voilà, t'es un mec super, en plus t'as un bon talent, ça serait dommage que les fans ne puissent plus te voir à l'écran. Je pense que c'est pas une bonne idée de faire un loser leave town, donc forcément tu vois le mec qui se dégonfle. Et donc voilà, après ça il va attaquer Jerry Lawler sournoisement, il va faire un heel turn, et ça va déclencher cette rivalité qui va culminer lors de ce Barbed Wire match qui est à mon sens le match de l'année, le meilleur match de la décennie à ce stade, donc vraiment un super brawl. Si vous aimez les brawls, c'est pour vous. Après j'ai l'impression que les fans actuels n'aiment pas plus que ça les brawls. Je sais pas pourquoi. Moi j'aime beaucoup. Mais bref. Voilà. Donc c'est tout ce que je vais vous dire pour Memphis, qui est toujours le territoire avant-gardisme et tout ça. Je vous en ai parlé dans les vidéos sur 80 et 81 en particulier. Donc j'avance à la WWF, peut-être le territoire pour lequel je vais avoir le plus de choses à dire. Alors le fait marquant à la WWF en 82, c'est l'arrivée et le face turn quasi immédiat et organique de Jimmy Snuka. Jimmy Snuka, c'était déjà un lutteur assez connu, hein, il allait de territoire en territoire un petit peu, il était assez déraciné, avec un style high fly assez avant-gardiste, il pouvait faire des swanton bombs, des splash de la troisième corde, vraiment, enfin voilà, des drop kicks. Il va faire à WWF, c'est peut-être bien en 83, le premier plancha que j'ai vu dans la lutte US, donc c'est le saut à l'intérieur du ring par-dessus la troisième corde jusqu'à l'adversaire qui est à l'extérieur, sur Don Morocco. Et donc Jimmy Snuka arrive à WWF, managé par Lou Albano, ça devait être une pige de 3-4 mois, comme beaucoup de lutteurs faisaient, où il allait servir de chair à canon pour le champion Bob Backlund. Sauf que, de façon complètement inattendue, le public va être à fond pour Jimmy Snuka, beaucoup plus que pour Bob Backlund. Il va récupérer des pops plus importantes que Bob Backlund dans ce match où il est censé être heel. Donc ça c'est complètement dingue, et ça vient du style de catch à mon avis qui est quand même excitant et que les gens ont envie de voir, hein, mine de rien. Tous ces moves dont je vais vous parler. Il fait un splash depuis le haut de la cage contre Bob Backlund dans un match en cage, qu'il manque, Bob Backlund l'esquive. Le premier réussi, ce sera contre Don Morocco en post-match dans le match en cage qu'il aura perdu préalablement au Madison Square Garden. Tout le monde pense qu'il a gagné ce match, mais non, il avait perdu. Peu importe. Il sera jamais champion intercontinental d'ailleurs, ça c'est assez étonnant. Et donc comme il sera très populaire là dans ce match contre Bob Backlund, la WWF va le signer et va lui faire un face turn. Et comment il va faire son face turn? En fait, il va être invité lors du premier talk show télévisé de la WWF, à savoir le Buddy Rogers Corner, donc animé par l'ex-grande star du catch, le Nature Boy original Buddy Rogers. Et Buddy Rogers va dire à Jimmy Snuka, écoute, je trouve que voilà, t'as un grand talent, je suis fan de toi, le public t'aime beaucoup, qu'est-ce que tu fais avec ce clown de Lou Albano là? Tu devrais t'en débarrasser, si c'est dur pour toi de t'organiser avec toute la paperasse et tout, je peux être ton manager, je connais bien le business, machin. Et donc Jimmy Snuka accepte, devient un face turn, forcément ça met en rage Lou Albano qui prend un autre de ses poulains pour venir contre Jimmy Snuka, tout ça. Mais voilà, un peu l'histoire, et Jimmy Snuka, faut se rendre compte, va être clairement, pour moi, c'est la plus grosse star du roster, peut-être même plus over, attention, accrochez-vous, que André the Giant. André the Giant, c'est la plus grande star mondiale, si on prend à l'échelle mondiale, il peut aller n'importe où et c'est une star. Au Japon, en Europe, n'importe dans quel territoire des États-Unis. D'ailleurs, petite anecdote pour André the Giant, j'ai des images du territoire de Portland où le promoteur et annonceur du territoire, donc Don Owen, un mois avant la venue d'André the Giant, dit au public attention, André the Giant va faire son apparition, sa seule apparition de l'année dans notre territoire dans un mois ou 2 mois, réservez vos tickets, machin. Et puis la semaine suivante, il redit la même chose, il reste quelques places pour l'apparition. Puis la semaine suivante, la seule apparition de André the Giant est vendue sold out, voilà, mais vous pourrez venir pour une session d'autographe, enfin un truc comme ça, quoi. C'était vraiment un truc qui était annoncé à l'avance tellement André était une immense star. Mais ça c'est au niveau international, mais au niveau local à New York, j'ai le sentiment que Jimmy Snuka avait un momentum qui était plus fort, c'était la plus grosse star sur l'année 82 à mon sens.
du territoire et c'était vraiment fou la hit qu'il avait. Pedro Morales était assez énorme aussi. Bob Backlund pas mal aussi, mais Pedro Morales et Jimmy Snuka, je pense que c'était les deux mecs les plus over. Voilà un petit peu le truc le plus marquant. Après, j'ai plein de petites choses à vous dire sur la WWF. Je peux vous dire par exemple qu'il y a une très bonne rivalité entre Greg Valentine et Pedro Morales autour du titre intercontinental, qui fait pas des matchs forcément fous, mais ça clique plutôt bien entre les deux. Et Pedro Morales est tellement over que l'ambiance dans le Madison Square Garden ou le Spectrum de Philadelphie ou le Boston Garden, quoi qu'on a, non, on n'a pas beaucoup d'images de Boston, mais au Madison Square Garden en particulier, fait que ça donne l'impression que c'est juste génial, que Top 6 a un truc incroyable, quoi. Donc ça, c'est vraiment très fort. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi l'arrivée de Adrian Adonis dans le territoire qui provenait de la AWA avec Jesse Ventura, mais va surtout avoir un run solo excellent avec une série de matchs contre Bob Backlund où j'ai pas mal de matchs dans mon top 20. Il est où mon top 20? Hop là, il est là. J'ai, attendez, 1, 2, 3 matchs Bob Backlund, Adrian Adonis dans mon top 20. Donc pour dire qu'ils sont sur la même recette, il y en a un qui dure une demi-heure, je crois que c'est celui du Madison Square Garden du 18 janvier. Donc très long, mais très bon. Adrian Adonis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le bumper fou. Hein, le mec qui court partout, il bump à l'extérieur. Enfin, c'est un peu le Mick Foley de l'époque avec Sergeant Slaughter. C'est les deux bumpers fous de l'époque. Hein, voilà. Et ça match super bien avec Bob Backlund qui amène le côté technique. Adonis vend le truc. Ça marche très bien. Il a une bonne technique. C'est un super worker de l'époque. C'est un workhorse. Adrian Adonis, alors que son partenaire d'équipe, Jesse Ventura, était beaucoup plus celui qui parlait au micro, qui avait l'entertainment value. Voilà un petit peu. Parlant d'équipe, parce que du coup, ils vont pas beaucoup lutter en équipe tous les deux. La division par équipe, elle est un petit peu en perdition à cette époque-là du côté de la WWF, puisque les champions, ça va être Mr. Saito et Mr. Fuji. Bon, ça va, hein, c'est pas non plus des mauvais lutteurs. Les matchs avec Tony Garea et Rick Martel sont pas mal. J'en ai un qui est dans mon top 20 à la 20e place de mémoire, oui, c'est ça. Dans le même show d'ailleurs que le Adrian Adonis Bob Backlund dont je viens de vous parler le 18 janvier, au Madison Square Garden, qui est cool. Un bon 3,5. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de bon match par équipe. Saito et Fuji vont perdre le titre contre les Strongbows, donc une équipe d'Indiens, Jules et qui, c'est quoi l'autre nom? Bref, les Strongbows qui sont vraiment pas terribles, donc ça va donner des matchs assez faibles. Après, il y aura les Moondogs, c'est pareil, qui auront quelques bons matchs à Memphis, mais à la WWF, c'est vraiment pas cool. Donc voilà. Et les Japonais récupèrent le titre à la fin de l'année. La division par équipe à la WWF, elle est vraiment pas très en vue. Dans les autres territoires, il y a fortune diverse. Je vous ferai un point un peu sur la division par équipe au début de ma vidéo sur l'année 83. Je pense que ça sera plus pertinent. Dernière chose que je voulais vous dire, oui, il y a quand même un truc assez étonnant. En 82, il y a un match entre Tiger Mask et Dynamite Kid au Madison Square Garden, puisque en fait la WWF avait un partenariat avec la New Japan Pro Wrestling. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tiger Mask et Dynamite Kid, ils ont soit révolutionné, soit participé, parce qu'il y avait quand même d'autres lutteurs qui le faisaient, notamment Gran Hamada qui l'a fait avant Tiger Mask. Mais ils ont participé à rendre extrêmement populaire le style junior heavyweight, très high fly, très flashy, avec des spots de fou et tout ça, des séquences invraisemblables, au Japon. Sachant qu'au Japon, ils étaient un peu en avance sur ce côté-là. Tu vois ça débarquer aux États-Unis en 82, c'est what the fuck. Hein. Vraiment, je pense que le public, ils ont dû se dire, mais c'est quoi ce truc? Incroyable. Alors, ils n'essayent pas de faire le match le plus dingue de toute leur série, donc ça reste gentil. Pour moi, c'est un bon 3,5. De toute façon, je ne suis pas un énorme fan de ce côté Spotfest. Même s'ils ont eu un très 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 bon match, et c'est pas celui qui a eu 5 stars par le Wrestling Observer, il y en a un autre qui est meilleur à mon sens. Bref, ça reste une curiosité de voir ça. Il y a aussi un match de Fujinami où Fujinami c'est pareil, il met une branlée à un type et tu te dis mais c'est quoi ce mec, il est complètement hallucinant par rapport à ce qu'on pouvait voir à l'époque. Donc voilà, ça c'est quand même une curiosité. Sinon, petite anecdote, il y a eu un petit run de Buddy Rose à la WWF à l'époque qui est un peu décevant. Et il y a eu le retour complètement raté de Billy Graham qui revient avec un style un peu karatéka. Mais ça va être complètement raté alors que c'était une ancienne grande star, y compris de ce territoire-là. Voilà un petit peu pour la WWF, je vais passer à un autre territoire. Ah oui, alors je voudrais évoquer rapidement le territoire de Los Angeles. Alors ça va être rapide, parce que c'est un territoire extrêmement mineur à l'époque, mais on a quelques images, alors j'ai été voir. Alors comme c'est un territoire mineur, ils n'ont pas d'argent pour faire venir des stars, c'est un peu tout le problème. Hein. Soit tu es un gros territoire, du coup tu as de l'argent, du coup tu peux faire venir des stars, et du coup tu peux rester un gros territoire. Soit tu es un petit territoire, et donc tu galères à conserver tes bons talents, donc c'est difficile de développer. Donc c'est vrai que c'était un peu un contexte particulier. Los Angeles, les gars les plus connus, c'est Mando Guerrero et Chavo Guerrero Senior, donc les deux grands frères de Eddie Guerrero, et Al Madril, un catcheur chicanos aussi, hein, donc mexicano-américain, ça veut dire.
Donc voilà, il y a une grosse communauté espagnole à Los Angeles, et donc ils capitalisaient apparemment dessus. Mais au niveau in-ring, c'est vraiment pas terrible, il n'y a pas de hit. C'est pas... Alors après, on a que les shows télé, donc peut-être que dans les shows, house shows, c'était mieux. Mais vraiment, in-ring, c'était vraiment pas terrible, il n'y a rien eu d'intéressant, à part peut-être cette petite anecdote qu'ils avaient des matchs en cage avec la cage qu'on retrouvera à WWF plus tard avec les gros barreaux. Alors à WWF, ça sera des gros barreaux bleus, mais là, à Los Angeles, c'est des barreaux blancs, mais c'est la même cage. Alors que toutes les autres organisations qui faisaient des matchs en cage, c'était des grillages. Certains même avec un toit. À Memphis, il y avait un peu de place entre le ring et la cage. À Atlanta, souvent, ils mettaient un toit sur la cage. Voilà, mais c'était toujours des grillages. Et d'ailleurs, j'ai entendu une anecdote incroyable. Le premier équivalent de match en cage qui a été fait, je ne sais plus dans quel territoire c'est dans le sud, c'était en fait un match pour éviter que les lutteurs sortent et que des gens à l'extérieur rentrent, notamment des fans, non parce que c'était le bordel, hein, ils ont mis un filet de pêche tendu autour de la cage. Donc le premier match en cage, en fait, c'était avec un filet de pêche géant. Ça, c'est incroyable comme anecdote. Voilà. Je sais pas si c'est vrai, hein, aussi bien, j'ai pas vu les images, mais je le tiens de Jerry Jarrett. Je lui ferai confiance, il m'a l'air d'être assez serein dans sa vie et pas avoir besoin de se rendre intéressant du tout. C'était pas du tout le délire, donc je pense que c'est vrai. Voilà, je vais passer au territoire suivant, à Portland. Petit territoire, mais grand territoire de développement. Beaucoup de lutteurs ont été se faire la main là-bas. Notamment, ils ont énormément aidé à développer Roddy Piper, qui a toujours été fidèle à Don Owen, le promoteur du territoire. Et là, en 82, le gars qui va se développer, qui va arriver Archie Green et qui va sortir à la fin de l'année 83, prêt pour tout défoncer, c'est Kurt Hennig, donc le futur Mr. Perfect. Kurt Hennig qui, je vous en avais parlé, je crois, pour 80, était très très green, il n'y avait rien, il n'avait pas un beau physique, il n'était pas bon au micro, il n'était pas très bon dans le ring, il ne savait pas trop ce qu'il faisait, machin. À Portland, il va progresser d'une vitesse vertigineuse à tous les niveaux. Il va se construire un physique un peu plus dessiné, il va progresser énormément au micro, et in-ring, incroyable dans le rôle de babyface, extraordinaire. Très vite, très bon. Donc ça, c'est super cool à regarder, de voir l'évolution de lutteurs qui vont devenir légendaires. Parallèlement à ça, on a des bons petits matchs, dont des bons matchs de derrière les fagots absolus. Écoutez un peu ce match de derrière les fagots. Rip Oliver et The Assassin contre Brett Sawyer et Steve Pardy, 2 out of 3 falls. Et c'est un match que j'ai à 3/3. Alors je balance pas des notes comme ça comme tous les 4 matins, donc c'est que c'est quand même un vrai bon match, je pense. Alors Rip Oliver et The Assassin, ce sont des vétérans qui étaient souvent en équipe. Rip Oliver, il peut un peu rappeler Ted DiBiase. The Assassin, c'était un lutteur masqué qui avait toute une expérience en équipe dans les années 70, pardon, avec un autre lutteur, je pense qu'ils s'appelaient tous les deux The Assassin 1 et 2, The Mask Assassins, c'était. Brett Sawyer, c'est le petit frère de Buzz Sawyer. C'est un tout petit gabarit, mais qui est très bon dans le rôle du face en péril. Là, il va se faire un blade job dans ce match. 10 sur 10 sur la mutascale. La mutascale, c'est une métaphore pour dire le saignement des lutteurs, pour dire... Parce que Great Muta, ça vient de Great Muta au Japon, qui faisait des bloodbaths absolus, avec notamment Hiroase, on se rappelle d'un. Donc là, il va saigner comme un porc dans ce match, et ça va renforcer le face en péril. Voilà, donc ça va faire un très très bon match. Extrêmement méconnu et de derrière les fagots absolus, donc voilà, j'ai envie d'en parler de celui-là. Mais il y a d'autres bons matchs à Portland, je sais pas, je suppose que j'en ai d'autres dans mon top 20 du territoire. Voyons voir, eh ben non. Si, non, voilà. Il y en a un que j'ai mis dans les recommandations. On retrouve donc Brett Sawyer, Axe Sawyer, c'est la même personne. Axe Sawyer, c'est son surnom, Brett Sawyer, c'est son vrai nom. Axe Sawyer et Steve Regal. Steve Regal, ça n'a rien à voir avec Steven Regal, William Regal. C'est un lutteur qui s'appelait comme ça, qui est pas très bon d'ailleurs. Contre Buddy Rose et Rip Oliver aussi, c'est très bon en Two of Three Falls. Donc Portland, territoire assez sympa, même si c'est pas la meilleure année des années que j'ai vues du territoire. Je pense que 83 ou 80 sont mieux. Voilà, j'avance avec un autre territoire. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Parce que là, j'ai un peu le bordel dans mes papiers. Il me reste la Mid-Atlantique et Georgia. Bon, je vais aller vite de toute façon parce que c'est un territoire, je vous l'ai déjà dit, on n'a pas énormément d'images. On a que les shows télé où il se passe pas grand-chose. Et les house shows, les grosses soirées où il y a les gros matchs, on les a pas vraiment. On a quand même l'occasion de voir un Ric Flair Dusty Rhodes dans le show de la retraite de Sam Muchnick, donc le promoteur légendaire de Saint-Louis et président de la NWA. Et donc ils vont mettre en main event à Saint-Louis un match entre deux lutteurs plutôt de la Mid-Atlantique et de la Georgia Championship Wrestling et de la Floride. Un petit peu, ils naviguaient entre tous ces territoires-là. Voilà. Je crois que le fait marquant de l'année dans ce territoire-là, c'est le face turn de Roddy Piper, qui donc fait un face turn en se retournant contre Don Morocco et Ole Anderson.
Ole Anderson qui était un heel extraordinaire qui rappelle un peu le heel qui était Triple H entre 2002 et 2005 un peu là, vers la période d'évolution. Ce truc un peu, ouais, ce genre de heel là. Donc ça va prendre énormément. Piper va devenir un énorme babyface dans le territoire. Et donc en l'absence partielle de Ric Flair, qui était un face à l'époque dans le territoire, qui va aller faire la tournée des territoires en tant que champion de WS, ça va compenser avec Piper qui va devenir une immense star là-bas. Voilà. Bon, j'ai pas de vrai gros match à part un Piper Jack Briscoe, ouais, lorsque Piper était heel encore, où il y a un travail sur un hammerlock, je crois, de mémoire, je crois que c'est un hammerlock ou un headlock, mais un travail sur une prise simple, extraordinaire, où Piper joue extrêmement bien la frustration, le mec où ça sentait par un petit feu, et Jack Briscoe qui est hyper technique derrière. Et juste pour ça, je trouve qu'il vaut un petit 3/3, c'est dans l'ordre du show télé, voilà, du 7 juillet. J'avance dans le territoire de Mid-South. Alors, on n'a pas énormément d'images encore en 82, ça commence à venir. Je vais parler énormément du territoire de Mid-South sur 83, 84, 85, 86. Ça va être les grosses années, surtout 84, 85. Mid-South, on peut quand même observer que ils ont deux immenses stars. Et alors, ils sont over, mais c'est un truc de fou. C'est du niveau d'un Steve Austin pendant la TTD Era ou d'un Hogan à la WF ou à la IWA en 82. Ces deux lutteurs-là, c'est Junkyard Dog et Jim Duggan. Et je vais commencer par mettre Junkyard Dog parce que c'est peut-être la plus grande star, en tout cas à un niveau, à une échelle locale, noire de l'histoire du catch. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Bill Watts qui a fait cette star, c'est lui le promoteur du territoire de Mid-South. Et Bill Watts était accusé de racisme en 92 quand il a décidé de ne pas garder Ron Simmons en champion, alors que c'est lui qui l'a mis en champion, donc c'est complètement con, et qu'il aurait eu des déclarations concernant l'accès au restaurant des Noirs ou je sais pas quoi. Bon, j'ai vu la shoot interview de Bill Watts et la façon dont il s'explique là-dessus est assez convaincante. Il dit qu'en fait, il a dit le mec qui veut pas ouvrir aux Noirs son restaurant, il a qu'à fermer son restaurant à tout le monde ou je sais plus quoi, et ça a été mal interprété ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus, il faudrait regarder la shoot interview. Bref. Mais en tout cas, Junkyard Dog a été mis au niveau de star, et Bill Watts explique qu'une autre star du territoire qu'il avait, c'était Ernie Ladd, un lutteur noir américain lui aussi, et que Ernie Ladd lui aurait énormément expliqué comment la communauté noire se sentait. Et apparemment, Bill Watts a fait en sorte de mettre un maximum de ça dans le personnage de Junkyard Dog pour que ça parle à la communauté noire et que ça fasse un buzz extraordinaire sur lui. Mais les Blancs aussi, ils l'aimaient beaucoup, mais il a trouvé un produit très fort. Et Junkyard Dog n'était pas du tout un bon lutteur, et même Bill Watts le disait. Il incarnait magnifiquement sa gimmick un peu de chien fou, là. Voilà, Rick Steiner va s'en inspirer. Et c'est un des premiers lutteurs aussi à rentrer avec une musique d'entrée. Ça se démocratisait. 82, c'est la première année où on commence à avoir un peu plus de musique d'entrée, mais c'est réservé à une dizaine de gars. Hulk Hogan rentre avec The Eye of the Tiger. Rocky 3 n'est pas encore sorti, il sort en mai 82, donc la Hulkamania démarre avant la sortie de Rocky 3, pour info, dans lequel Hulk Hogan joue. Junkyard Dog rentre avec Another One Bites the Dust de Queen. Jerry Lawler rentre avec la musique de Chariots on Fire de Vangelis. Les Van Erich rentrent avec un morceau du groupe de hard rock Rush. Et les Freebirds rentrent avec, bien sûr, le morceau Freebird de Leonard Skinner, d'excellent, que j'ai eu la chance de voir en live d'ailleurs au Hellfest dernier. J'ai eu plein de frissons. Pourtant, je ne suis pas un fan de hard rock spécialement, mais là, c'était vraiment cool. Et ensuite, ils vont rentrer avec I Got Georgia on My Mind, en pied de nez au Texan. Genre, ils jouent les chauvins de la Géorgie alors qu'ils sont au Texas. Donc, bref, ça va être cool. Mais voilà, la musique d'entrée commence à venir un petit peu à l'époque. Et Junkyard Dog est le seul du territoire de Mid-South à en avoir une. Voilà, donc l'autre star, Jim Duggan, extraordinaire star aussi, hyper over, gros brawler, très bon brawler, va avoir une rivalité qui va se déclencher avec Ted DiBiase qui va faire un heel turn en 82. Il va se laisser la barbe, il va mettre un gant noir, il va prendre un peu de poids. Ça va être le Ted DiBiase qui va commencer là. C'était un bon worker avant, mais il n'avait pas vraiment beaucoup de top match, en tout cas on n'en voyait pas. Là, ça va devenir un très très bon worker. Et donc voilà, ça va faire une grosse rivalité, ça va faire une énorme popularité pour Junkyard Dog et Jim Duggan. Ce qui est fou, c'est que Bill Watts a vraiment un talent pour mettre over à mort ses lutteurs, parce que plus tard, il va réussir à mettre en overness total les Rock'n'Roll Express, et en overness total Magnum TA aussi. Donc voilà, il aura vraiment fait un taf extraordinaire en peu de temps, parce que Bill Watts est devenu promoteur de Mid-South, je pense, vers 79-80. Et son territoire va être récupéré, je crois, fin 86 de mémoire, ou 87. Donc pas longtemps. Et en peu de temps, il aura vraiment fait quelque chose de très fort. Voilà. Et je vais finir... non, j'ai fini, je crois. Attendez. Oui, j'ai fini.
il ne reste pas forcément grand-chose de super pertinent à vous dire sur les territoires 1 à 1. Et je voulais finir avec un truc, donc je ne vais pas passer trop de temps. Je voulais vous parler des lutteurs que j'ai pas trouvé bons. Donc parce que finalement quand on regarde tout ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Moi je sais pas, par exemple Don Morocco, je savais pas trop si c'était un bon worker ou non. Sergeant Slaughter, voilà. Sergeant Slaughter c'est un super brawler, c'est un lutteur que j'adore maintenant. Don Morocco, j'ai une énorme estime pour lui maintenant. À côté de ça, il y a eu des gars que je savais pas trop non plus, et ils vont s'avérer être plutôt décevants, ou ouais, je vais me dire, oula, ça c'est pas terrible. Alors je vais vous les citer, parce que je l'ai pas fait jusqu'à maintenant. J'ai pas trouvé terrible pour l'instant Gino Hernandez et Tully Blanchard. Alors je commence en force, c'est des gars qui sont hyper cotés, et moi je les massacre direct. Alors faut savoir que pour l'instant je les ai vus qu'à Houston. J'aime pas trop le produit de Houston, j'en ai déjà parlé. Houston qui est affilié avec la Mid-South un petit peu à l'époque. Où c'est un peu trop les faces hyper forts et les heels faibles qui s'en sortent qu'en trichant mais qui sont un peu lâches et machin. J'ai pas trop aimé ce truc là. Et je trouve que Tully Blanchard et Gino Hernandez vont vraiment dans le mauvais côté du truc, et donc je les ai pas trouvés super cool en équipe. Ils sont en équipe à l'époque. Voilà. Mais je sais que plus tard je vais les trouver cool, vous inquiétez pas, je connais des bons matchs, notamment Tully Blanchard dans les Jim Crockett Promotion, donc je m'en fais pas pour eux. Mais pour l'instant voilà, je suis pas très convaincu. J'ai pas trouvé très bon non plus Mil Mascaras, donc le Mexicain masqué. Bon, j'avais vu quelques bons matchs de lui au Japon, mais j'ai jamais été hyper convaincu par lui au Japon. Là, aux États-Unis, c'est vraiment pénible. Il catch lui aussi principalement à Houston. J'ai pas été trop convaincu pour l'instant, mais ça va aller beaucoup mieux à partir de 83 par Dick Slater, qui est quand même un lutteur assez important de la Mid-Atlantique, principalement où il lutte. Dick Slater, c'est un peu un copier-coller de Terry Funk en moins bon. En même temps, je me dis, est-ce que c'est naturel que quelqu'un fasse comme Terry Funk? Parce que bon, c'est quand même un truc très particulier, Terry Funk. Je sais pas. Et au-delà de ça, on peut pas faire mieux que Terry Funk dans ce registre, parce que pour moi, si on essaie d'imiter quelque chose d'aussi spécial, on va forcément s'y casser les dents. Il y a cette fameuse phrase, j'aime bien l'utiliser, donc je vais vous la dire. Le talent, c'est de faire aisément ce qui est difficile à faire pour les autres. Le génie, c'est de faire ce qu'il est impossible à faire pour ceux qui ont du talent. Pour moi, ce que Terry Funk fait, c'est du génie. Tu peux pas le limiter. Aussi talentueux sois-tu, tu pourras pas faire aussi bien. Voilà. Donc pourquoi je suis pas forcément hyper convaincu par Dick Slater. Tony Atlas aussi, que je trouve particulièrement mauvais. Bon, c'est un bodybuilder, donc en même temps, il ne faut pas s'attendre à grand chose, mais bon, on ne sait jamais, ça aurait pu être cool. Rocky Johnson, le père de Dwayne Johnson, donc The Rock, le père de The Rock, qui est un lutteur. Alors, il est très agaçant parce que non-stop, on a l'impression qu'il s'échauffe pour faire un combat de boxe. Il est tout le temps comme ça. Voilà, il est là. C'est très pénible. Il danse un peu dans le ring et il vend pas vraiment. Il est là, donc je l'ai trouvé assez mauvais aussi. J'ai pas été très convaincu non plus par les Strongbows. Je l'ai évoqué tout à l'heure. L'équipe d'Indiens qui sont champions par équipe quand même à WF à l'époque. Voilà, donc pour finir cette vidéo sur l'année 82, j'ai peut-être un peu moins détaillé, je sais pas, j'ai fait comme j'ai pu. C'est vrai que les matchs sont un peu moins frais dans mon esprit, donc je me suis moins remis sur les matchs. Je vous recommande très 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 chaudement les top matchs de mon top 20, et en particulier donc le Jerry Lawler, on va mettre ça par terre, ça va être plus simple. Jerry Lawler, Dutch Mantel dont je vous ai parlé, mais aussi le match... Ah, si, c'est bon, j'ai cru que la caméra s'était arrêtée, pardon. Le match entre les High Flyers et Tito Santana, Rick Martel à la AWA. C'est un match de deux équipes de face. Donc les High Flyers, c'est Greg Gagné et Jim Brunzell. Tito Santana et Rick Martel, vous les connaissez peut-être. C'est un très 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 bon match par équipe dans le produit de l'époque où on fait monter la tension comme ça et la situation de match. Chaque situation de match entraîne la suite, qui entraîne la suite, et tout ça monte comme ça. C'est vraiment extraordinaire. C'est un super match par équipe que j'ai à 4 écarts, quoi, on va dire une grosse note. Voilà. Sinon, les autres matchs, en général, j'en ai parlé. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas évoqué les Jerry Lawler, Nick Bockwinkel, qui sont une bonne série de matchs aussi, même si j'étais un poil déçu, mais il y a 2 matchs dans mon top 20 quand même. Voilà. Si vous regardez ces matchs, ou autres, un segment de Andy Kaufman ou quoi, ça me ferait vraiment plaisir que vous commentiez, que vous me disiez ce que vous en avez pensé ou autre. Donc j'espère que j'aurai des commentaires. N'hésitez surtout pas à poser des questions et j'y répondrai dans mes vidéos que j'appelle FAQ permanentes. Je vous retrouve très bientôt avec soit l'année 83 dans les territoires NWA, soit 95 à la WSW, soit un truc auquel j'ai pas encore pensé mais que je pourrais me dire ouais c'est cool ça, je vais faire ça. Donc voilà, à très bientôt en tout cas. Et puis portez-vous bien dans cette période de confinement.